C'est par Marion Pariset. Vous comprenez cette colère des utilisateurs des deux roues à Paris. On en a beaucoup parlé cet été sur CNews. Oui, et puis ça vient dans un cumul en fait de politiques engagées par la maire de Paris. On a vu cet été les questions sur la fermeture des portes des commerces. Ah oui, avec la climatisation, on ferme, on contrôle, on verbalise. Au final, derrière tout ça, on a une politique qui est purement une politique de sanctions et qui n'est pas anodine parce que les caisses de la ville de Paris sont quand même vides, il faut le rappeler. Oui. La ville de Paris est endettée et a des sérieux problèmes en la matière. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui ? Est-ce que c'est la priorité d'aller mettre justement tout le poids de la sanction sur les commerçants, sur les motards qui viennent de l'extérieur, qui font vivre Paris, qui permettent aussi d'apporter la vie économique, etc. Alors que derrière, on a d'autres problèmes, notamment des problèmes sécuritaires, et que ces motards, ces commerçants, ils sont sanctionnés par qui ? Ils sont sanctionnés par des policiers qui vont mettre des efforts, mettre du temps sur cette disposition. Donc on est encore une fois dans la politique d'Hidalgo depuis le début de son mandat. Jean Messia, avec toutes les politiques, pourquoi pas se dire on va avoir moins d'émissions dans une ville. On peut se dire que c'est une bonne idée à la base. Mais dans ce cas-là, comment aider et comment apporter une politique générale qui permette à chacun d'accéder à la ville, de permettre à continuer à avoir de l'économie dans la ville. Et là, on touche un problème. Aujourd'hui, les commerçants qui travaillent à Paris et qui sont à des heures compliqués, qui doivent arriver très tôt, qui doivent partir très tard, ils ne vont pas aller, et qui habitent en dehors de Paris, la plupart, ils ne vont pas aller prendre le métro, ils n'ont pas forcément de transport, et ils sont réduits à devoir finalement payer pour pouvoir travailler. C'est quand même absurde. On touche vraiment là aux limitations de cette... Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur de l'idéologie et pas de la politique publique. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que mais la France. 2 mots rapides, Marion Pariset et Arnaud Benedetti. On voit vraiment le point où aujourd'hui Darmanin est en minorité sur ces questions-là au sein de la République En Marche. Et il est peu représenté, il a peu de soutien auprès de la majorité présidentielle et donc il doit se battre aussi pour exister puisque tout le monde a dans les esprits déjà les prochaines échéances électorales. Donc là, il tente au final d'incarner cette aile droitière, cette aile axé sur la sécurité auprès de cet électorat. Mais la difficulté, c'est que, il part avec un bilan d'Emmanuel Macron qui était déplorable sur le précédent quinquennat, où c'était vraiment son point faible le plus marquant. L'aspect de la sécurité, de la justice, il était vu comme étant le plus faible sur ces domaines. Et il a eu quand même quelques gros échecs, notamment le Stade de France. Oui. Et aujourd'hui... il a évoqué d'ailleurs chez Pascal Praud. La question qu'on va discuter plus tard, tout à l'heure, sur l'imam Iqiyoussen, est aussi problématique. Parce que s'il ne réussit pas à se rendre crédible sur ces thématiques, il sera complètement foutu. Et c'est son avenir politique qu'il est en train de jouer aussi derrière tout ça. Et là, il annonce un renforcement. Voilà, c'est perspective musulmane. La question, pour vraiment la manifestation, les règles, ce sont les questions d'ordre public. Est-ce que l'ordre public est menacé par la tenue de cette manifestation ? Si on considère qu'il ne l'est pas, on pourrait se dire pourquoi pas. Il serait intéressant de voir aussi la mobilisation ou pas. Voilà, ça serait intéressant de voir la mobilisation. Ça peut peut-être être même une source d'information pour un certain nombre de services. Exactement, c'est pour ça que je vous le disais. Peut être utile pour le coup. Mais ce qui pose la question derrière, c'est plutôt la légitimité et l'acceptation de certaines organisations. Au-delà de simplement celles qui organisent cette manifestation, la question des frères musulmans aujourd'hui, est-ce qu'on accepte encore que les frères musulmans soient reconnus comme une association normale, qui soutiennent des organismes en France, sans que ce soit condamné par rapport aux positions qui sont portées vis-à-vis des valeurs de la République et vis-à-vis de l'ordre public aussi de manière générale. Et donc là, on a vraiment le vrai sujet. C'est pas tant uniquement la manifestation que ces organismes qui soutiennent ces acteurs-là. Et que fait-on contre ça ? Est-on capable de les arrêter, de les fermer ? Est-on capable de les sanctionner ? Est-on capable finalement de lutter contre ces influences étrangères, en grande partie, qui gangrènent globalement des secteurs entiers, des territoires entiers en France ? Jean Messia, je me tourne vers vous. Cette manifestation, elle ne doit pas avoir lieu selon vous ? Écoutez, en tout cas, j'espère que l'imam... de CNews et qui expliquait la difficulté avec et cette censure qu'il était obligé de s'appliquer, de ne pas aborder certains thèmes, etc. On est dans cette petite musique-là quand même. Le constat est quand même très dur de dire aujourd'hui, c'est compliqué quand on est jeune de parler de laïcité, alors que la jeunesse était historiquement moins ancrée dans les questions religieuses. Donc on a vraiment eu un renversement ces dernières années qui a été assez brutal. Et ce qui est exprimé dans le livre dont vous parlez et ce qui est exprimé aussi par cette étudiante, c'est au final, au-delà de la question de la
laïcité, l'impossibilité aujourd'hui d'accepter de débattre dans l'institution de l'éducation, de débattre, mais de débattre en écoutant réellement les positions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat est tout de suite polarisé et ne va pas être constructif parce qu'on a justement des groupes qui vont dire à chaque fois qu'il y a une opposition, c'est forcément que c'est du radicalisme, c'est de l'extrême droite, etc. Et ça empêche les choses. Et ça empêche ce débat-là en particulier parce que, il faut le dire, on a mis au centre de l'approche pédagogique depuis plusieurs années l'individu, l'élève. On a changé le rapport à l'enseignant, on a changé le rapport à ce que c'est que l'éducation pour se dire aujourd'hui, non, il faut prendre en compte tous les besoins, les attentes, il faut que l'élève soit co-constructeur, voire constructeur à plein de son éducation. Mais derrière, ça veut dire qu'on met les gens individuellement, on leur dit finalement tout ce que vous pensez, tout est légitime, et on oublie de dire non, vous n'êtes pas seul dans votre bulle, vous n'êtes pas seul dans votre communauté, et on renforce finalement une segmentation de la société qui est extrêmement pénalisante. Une atomisation, exactement. Dernier mot sur le sujet, Jean Messia, dernier mot, parce qu'on a beaucoup partout, notamment au SAMU. Ça bouchonne de partout parce que le système de santé français est de toute façon déjà aujourd'hui au bord de l'explosion, et depuis le Covid, on s'en est particulièrement rendu compte, mais c'est un effet d'un ensemble de politiques depuis bien plus longtemps. Ce que ça révèle, c'est plusieurs choses. C'est la crise des vocations, déjà le manque de soignants, qui est une crise des vocations plus large de la fonction publique. Pourquoi ? Par manque de reconnaissance matérielle et immatérielle. C'est les salaires et c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, travailler dans les urgences, on a un problème d'avoir suffisamment de médecins, même qui veulent assurer leur garde, qui normalement est obligatoire pour eux, ou en tout cas sur le principe obligatoire, parce que c'est extrêmement difficile et avec des moyens qui sont surchargés. Aucun médecin ne veut se frotter à ça au final. Donc on a la question des moyens, on a les questions de la reconnaissance, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'agressions aussi, et plus largement en matière structurelle, on a un hôpital qui souffre d'une très forte charge administrative. Les soignants finalement sont la part un peu congrue de ce système-là, et comparé à d'autres systèmes, on a beaucoup recours à l'hôpital en France et pas forcément à de la médecine de proximité. Et pour cause, aujourd'hui, on a beaucoup de déserts médicaux. Donc il y a besoin de reconstituer le tissu médical, même en local, pour pouvoir aussi pallier à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour peu qu'il vous arrive à une petite chose, quand peut-être il y a 30 ans, vous alliez chez le médecin généraliste du coin qui pouvait vous prendre entre deux rendez-vous, aujourd'hui, c'est impossible. Bien que les États-Unis n'ont pas arrêté de penser à leurs ambitions, de rester une grande puissance au niveau international, qu'ils continuent en tout cas à investir, même si ils sont quand même dans une situation qui est compliquée, parce qu'ils sont en compétition aujourd'hui avec la Chine, comme vous l'avez dit. Et c'est bien ça. C'est la Chine qui relance ça. S'il n'y avait pas eu la Chine, non, l'Amérique avait tourné le dos à la Lune. Hein. Mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont quand même envie de mener le combat jusqu'au bout, et on devrait sans doute s'en inspirer aussi, puisque derrière, nous, les États-Unis, ils ont montré qu'ils n'étaient pas tout le temps nos alliés et tout le temps nos meilleurs amis, même si un pays n'a pas d'amis, hein, on n'a que des intérêts. Donc aujourd'hui, il faudrait plutôt s'inspirer de ça et se dire qu'est-ce qu'on fait au niveau européen ? Que fait-on aujourd'hui, nous, pour faire rêver les Européens et faire rêver... Jean Messia. Ce qui est fabuleux,